Et dans notre canal, c'est tout de suite. Bonjour à tous, édition spéciale de Sénat 360 en direct sur notre antenne consacrée à la réforme des institutions. Après la présentation du premier volet constitutionnel ce matin en Conseil des ministres, la réponse de Gérard Larcher n'a pas tardé. Le président du Sénat tient une conférence de presse, vous allez pouvoir l'entendre dans un instant. Mais avant cela, qu'y a-t-il dans cette réforme? Elle est divisée en 3 textes que nous détaille Stéphane Amalian. Première étape de la réforme, la révision de la Constitution. Le gouvernement a annoncé ce matin ce qui devrait changer dans la loi fondamentale de la Ve République. Parmi les mesures qui font consensus figure la suppression de la Cour de justice de la République, la transformation du Conseil économique, social et environnemental, mais aussi la fin du statut de membre de droit au Conseil constitutionnel pour les anciens chefs d'État, ou encore la nomination de tous les juges après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Mais d'autres points posent problème, notamment la mention de la spécificité de la Corse et surtout les modifications de la procédure parlementaire. Le gouvernement doit présenter 2 autres textes d'ici fin mai pour compléter la réforme des institutions. D'abord, un projet de loi organique qui prévoit de réduire de 30% le nombre de parlementaires, mais aussi de mettre fin au cumul des mandats dans le temps, limité à 3 successifs. Enfin, un projet de loi ordinaire sera proposé. Il vise à instaurer une dose de proportionnelle. 15% des députés devraient être élus par ce nouveau mode de scrutin dès 2022. Et dans le volet constitutionnel, s'il y a bien un point qui fâche, c'est celui qui concerne la fabrique de la loi. Le gouvernement veut accélérer le travail législatif pour le rendre plus efficace. Gérard Larcher y voit un affaiblissement du Parlement. Explication, Jérôme Rabier. C'est la mesure qui rencontre le plus d'opposition dans le projet de révision constitutionnelle. La volonté d'encadrer le droit d'amendement des parlementaires. Le projet gouvernemental prévoit d'évincer des discussions tous les amendements sans portée normative, sans lien direct avec le texte ou qui ne sont pas du domaine de la loi. Un encadrement défendu par la garde des Sceaux. L'idée, c'est pas d'affaiblir le droit d'amendement, mais au contraire, peut-être de construire un débat parlementaire plus démocratique, mieux adapté à la réalité. Deuxième point de blocage pour le Sénat, la volonté de diminuer le nombre d'allers-retours entre les 2 chambres, en donnant immédiatement le dernier mot à l'Assemblée nationale en cas de désaccord final en commission mixte paritaire, alors qu'un nouvel examen dans les 2 chambres est actuellement nécessaire. Autre mesure qui ne passe pas, la possibilité pour le gouvernement d'inscrire à l'ordre du jour les projets de loi les plus importants en bousculant le calendrier parlementaire. Ces textes seraient alors inscrits en priorité à l'agenda des 2 chambres. Pour accélérer l'examen des textes, seuls pourraient être débattus en séance les points importants, le reste étant voté en commission, une mesure déjà mise en place au Sénat. Autant de mesures qui pourraient bouleverser la procédure législative, mais sur lesquelles députés et sénateurs risquent bien de s'opposer. Et je vous le disais, la réponse de Gérard Larcher n'a pas tardé à venir. Le président du Sénat a tenu une conférence de presse. On l'écoute tout de suite. Bonjour. Peut-être entendu. Le gouvernement vient de déposer en Conseil des ministres son projet de loi constitutionnelle. C'est l'aboutissement d'ailleurs d'un projet annoncé par le président de la République au Congrès en juillet dernier. Les assemblées ont accepté de répondre à la demande du président de la République en lui remettant leur contribution. Les groupes de travail de l'Assemblée nationale et du Sénat ont émis des propositions et le 24 janvier, je vous avais remis les 40 propositions du groupe de travail du Sénat. Nous attendons les projets de texte organiques et ordinaires qui devaient être présentés ce matin, qui finalement le seront le 23 mai. Si cette conférence de presse et ce point presse est consacré au texte relatif à la révision constitutionnelle, je répondrai bien sûr aux questions sur les 2 autres volets, notamment le droit électoral et la juste représentation des territoires, mais les textes sont encore au Conseil d'État, il faut naturellement regarder ça avec la prudence et la distance nécessaires. Devant le Parlement réuni en congrès à Versailles, le président de la République affirmait, et je le cite, qu'il n'est pas de République forte
sans institutions puissantes. Il assurait par ailleurs que la révision constitutionnelle ne pouvait avoir, et je le cite, pour but de nourrir cet anti-parlementarisme ambiant. Je ne pouvais qu'être d'accord avec ces déclarations. C'est pourquoi je me suis toujours montré ouvert à la révision, en y mettant notamment deux conditions, et nous parlons de révision constitutionnelle, le respect des droits du Parlement et la juste représentation des territoires. Si les dispositions qui concernent la Cour de justice de la République, le Conseil supérieur de la magistrature, la présence des anciens présidents au Conseil constitutionnel ne présentent pas de difficultés majeures, je constate que le texte qui nous est soumis ne correspond pas à l'esprit de la déclaration du Congrès, et ce, malgré l'alerte que j'ai adressée au président de la République par courrier le 17 avril dernier. Il ne correspond pas non plus à la tonalité des échanges que j'entretiens avec le gouvernement depuis le Congrès et qu'un certain nombre de responsables de groupes politiques ici entretiennent avec le gouvernement. Au-delà des mesures à forte visibilité qui ont focalisé l'attention, interdiction du cumul dans le temps, réduction du nombre de parlementaires proportionnel, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un projet de révision constitutionnelle se propose de faire régresser les droits du Parlement. Il porte atteinte à des droits et des principes essentiels et par-delà à l'équilibre des pouvoirs, principe auquel je tiens tant. Je pense au droit d'amendement, à l'ordre du jour partagé et bien sûr au bicamérisme. Je crois pour ma part, de par mes convictions politiques profondes, à la nécessité d'un exécutif fort. Je crois aussi qu'un Parlement fort est indispensable à un exécutif fort. C'est le fondement d'une démocratie représentative et équilibrée, et le non-respect de ce principe pourrait conduire à un déséquilibre démocratique. Un gouvernement qui ne soit pas attentif à la représentation nationale, un gouvernement qui ne soit pas canalisé, parce que c'est le rôle du Parlement dans la production législative, un gouvernement qui soit moins soumis au contrôle du Parlement, ce serait un gouvernement qui fragiliserait en fait la crédibilité de son action. Préserver les pouvoirs du Parlement, c'est préserver les fondements de la démocratie représentative. Affaiblir le Parlement, c'est risquer de déplacer le débat dans la rue. Quelles sont donc les dispositions proposées qui affaiblissent cet équilibre démocratique que je viens d'évoquer? Le sujet peut paraître un peu technique, et pourtant il est fondamental. Un parlementaire ne pourrait plus déposer d'amendements sans lien direct avec le texte examiné, et ce, dès la première lecture. C'est l'article actuellement qui porte le numéro 45 de la Constitution, et qui est l'article 3 du projet de loi tel qu'il vient d'être arrêté par le Conseil des ministres. Une telle règle briderait de manière excessive, nous semble-t-il, le droit d'amendement des parlementaires. Et paradoxalement, elle porterait également une atteinte au droit d'amendement du gouvernement, qui dispose aujourd'hui en première lecture d'un instrument qui lui permet des ajustements et des ajouts parfois utiles. Très vite, il reviendrait à multiplier les textes fourre-tout portant diverses dispositions pour garder une marge de manœuvre. C'est exactement l'inverse de l'objectif que je crois nous poursuivons tous ensemble, celui de l'efficacité des procédures et de la qualité de la loi. Je vais prendre deux exemples. Si une telle règle avait existé. Tout d'abord, dans la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, je parle de textes récents, un amendement du gouvernement en première lecture, avec un lien direct, a permis de viser à protéger l'identité des membres des forces spéciales et des membres des unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme. Premier exemple. Deuxième exemple.
Dans la loi dite pour la confiance dans l'action publique, un amendement du rapporteur du Sénat a posé la question du statut des collaborateurs parlementaires. Il y a d'autres exemples, mais je prends ces deux-là parce qu'une fois c'est le gouvernement et une fois c'est tout simplement le rapporteur de la commission. Second point, le gouvernement, dans sa proposition, porte atteinte à ce qui fait l'intérêt du bicamérisme et qu'on appelle depuis toujours la navette parlementaire. La navette qui permet de tisser la loi. C'est l'article 5 de son projet de loi. La navette est une des conditions de la qualité de la loi. Elle n'est pas du temps perdu. Son objectif est de permettre l'enrichissement des textes pour une seconde lecture. Je constate qu'en l'état de la rédaction, que le gouvernement, d'ailleurs, de la rédaction d'aujourd'hui, est très satisfait de pouvoir compter sur la lecture du Sénat sur la réforme de la SNCF. D'ailleurs, je vous renvoie aux propos du Premier ministre le 7 mai dernier. Et j'aurai d'ailleurs, avant cette fin d'après-midi, contact avec 2 responsables syndicaux majeurs, parce que naturellement, c'est le rôle du Parlement de prendre en compte un certain nombre de propositions. Je voudrais simplement rappeler que depuis juin dernier, même dans des textes sur lesquels nous n'avons pas été d'accord, au total, plus de 50% des amendements du Sénat se sont retrouvés dans la loi. C'est quand même qui devait être utile. Selon la rédaction qui nous est proposée, les députés ne se prononceraient à aucun moment de la procédure législative sur le texte adopté par le Sénat, en cas de désaccord, sauf sur les textes relatifs aux collectivités territoriales. Il donnerait en réalité des pouvoirs législatifs à la seule Assemblée nationale et à sa majorité, où le fait majoritaire, c'est ainsi, domine. Mais les députés ne disposeraient alors véritablement du droit d'amender qu'en première lecture, puisque lors de la lecture définitive, aucun sujet nouveau ne pourrait être amené dans le débat sans l'accord du gouvernement. Et vous voyez qu'on porte aussi atteinte au droit d'amendement des députés dans le cadre de la navette. Conjugué à la restriction du droit d'amendement dès la première lecture, que j'évoquais tout à l'heure, cette procédure ne peut être interprétée autrement que comme une forme de mise sous tutelle du pouvoir législatif. Le troisième sujet concerne l'ordre du jour, article 8 du projet de loi. Comme le gouvernement, je pense qu'il faut examiner les problèmes que soulève l'organisation de l'ordre du jour. Nous y sommes ouverts. Nous en avons d'ailleurs débattu avec François de Rugy et avons proposé des pistes pour une meilleure organisation. Mais pas en sacrifiant le principe de l'ordre du jour partagé, qui est d'ailleurs un acquis majeur de la révision de 2008. Le projet de loi crée une nouvelle super priorité gouvernementale. Et en fait, quand on additionne l'ensemble des priorités et ces super priorités, ça fait 90% des textes qui relèvent de la super priorité. Même le Conseil d'État, dans sa prudence, partage cette analyse. Ce texte porterait atteinte également, et c'est ma responsabilité de président de l'Assemblée, aux droits des groupes minoritaires et d'opposition, puisque le temps dévolu à l'initiative parlementaire serait en fait considérablement réduit. De surcroît, le texte proposé permettrait l'émission du gouvernement dans les semaines de contrôle. Pour résumer, on conditionne le droit d'amendement, on vide de son utilité la navette parlementaire, on préempte l'ordre du jour. Je ne vois pas comment on peut nous expliquer que ces dispositions ne vont pas dans le sens de l'affaiblissement du Parlement bicaméral et de la reconcentration du pouvoir par l'exécutif. Je vous invite à revoir la dernière séquence de l'examen du projet de loi Asile et Immigration débattu à l'Assemblée nationale. Pas un seul amendement de l'opposition repris et exclusion du groupe majoritaire du seul député qui a osé voter contre le texte. Ça promet. Bien sûr que la procédure parlementaire doit être plus fluide. Bien sûr qu'on peut et qu'on doit d'ailleurs mieux travailler. Au Sénat, nous avons déjà engagé des réformes.
d'irrecevabilité qu'on retrouve dans le texte au titre de l'article 41. Je vous rappelle que quand une disposition proposée a un caractère soit réglementaire ou non normatif, le président, et je l'ai appliqué depuis plus de 3 ans, parfois avec quelques réactions, d'une manière significative. De même, la mise en œuvre sans concession de l'article 45 en une année, près de 310 amendements se sont vus écartés de par cette procédure. De même, nous avons engagé la suppression des lois obsolètes et inutiles dans une opération qui porte un acronyme Bureau d'annulation des lois anciennes et inutiles, alias Balai, qui est en cours et dans lequel le bureau, dans quelques semaines, aura une communication. On peut aller plus loin. C'est le sens des propositions que les deux assemblées ont formulées pour mieux faire la loi, mais aussi mieux contrôler le gouvernement. Et je ne parlerai que du Sénat. Il s'agit de renforcer le contenu des études d'impact, souvent indigentes, s'appuyer sur des moyens d'expertise indépendants. D'ores et déjà, le Sénat a prévu dans son budget 2019 des moyens financiers pour des études indépendantes d'expertise, que ce soit avec les universités, les grandes écoles ou des cabinets spécialisés, qu'il s'agit de doter le Parlement de saisir le juge administratif quand le gouvernement tarde ou oublie de sortir les décrets d'application, quand il s'agit de renforcer le contrôle parlementaire des nominations faites par l'exécutif. Nous avons également fait des propositions qui concernent l'exécutif. Obligation d'une composition paritaire du gouvernement, diminution du nombre de ministres, encadrement du recours aux ordonnances, cadrage du temps de parole comme pour les parlementaires, du temps de parole du gouvernement, et aussi, comme pour les parlementaires, un cadrage du droit d'amendement. C'était d'ailleurs dans les propos du président de la République lors du congrès à Versailles au début du mois de juillet dernier. Rationaliser la procédure ne doit pas conduire à détériorer la qualité de la loi ou à réduire les activités de contrôle. Aujourd'hui, à cette heure, je demeure ouvert à une réforme utile à la France. Le temps du débat parlementaire est maintenant arrivé et le pouvoir constituant appartient au Parlement et à lui seul. Le débat qui s'engage démontrera que le Sénat et l'Assemblée nationale sont force de proposition pour faire évoluer la Constitution avec comme seul objectif l'amélioration de la loi, de la procédure législative et du contrôle et en quelque sorte un progrès démocratique, y compris dans la relation avec les citoyens. Mais ce ne sera jamais au détriment des droits du Parlement et de la démocratie représentative, et cela n'est pas négociable. Comme ça c'est clair, c'est dit. Avant vos éventuelles questions, et je n'aborderai aujourd'hui que les questions relatives à la révision constitutionnelle et institutionnelle, je voudrais peut-être vous dire un mot des avant-projets de textes ordinaires et organiques, même s'ils sont toujours en cours d'examen. Comme je le disais, il faut sur ce sujet avoir la distance nécessaire. J'évoquerai ces sujets à nouveau après le Conseil des ministres le 23 mai. Ces textes sont essentiels pour le Sénat, mais plus largement déterminants pour le pays, car ils touchent à l'équilibre des territoires et là aussi à l'équilibre des pouvoirs. Le Sénat, je le rappelle, ne s'inscrit pas dans le fait majoritaire et ne répond pas aux mêmes logiques, d'ailleurs institutionnelles et électorales, que l'Assemblée nationale. Je ne vous renverrai pas au discours de Bayeux de 1946, mais c'est quand même là que sont les fondements du bicamérisme. Alors que le président et l'Assemblée sont élus et le gouvernement nommé en quelques mois et pour une durée identique, lui, le Sénat, est élu, je le rappelle, par moitié à une période qui est autre que l'élection présidentielle, pour un mandat de 6 ans et par un électorat différent, ce qui induit sa singularité. C'est d'ailleurs cette singularité qui lui permet de jouer un rôle
stabilisateur dans les institutions, d'être un contre-pouvoir, mais jamais un anti-pouvoir, quelles que soient les règles de majorité. Les avant-projets, tels qu'ils sont déposés, remettent en cause plusieurs éléments fondamentaux. J'en reviens d'abord sur un sujet qui m'est très cher, le territoire, l'ancrage départemental des sénateurs. Il est aujourd'hui garanti dans la loi organique. Les textes tels qu'ils sont déposés au Conseil d'État le rétrograde en loi ordinaire. Et pourtant, le département, c'est la clé du maintien du lien avec les territoires à l'heure du non-cumul. Qu'il soit clair, je ne doute pas que le Sénat, c'est pour ça que je le renvoie à la Constitution, proposera de l'inscrire dans la Constitution. Le renouvellement partiel. Depuis la Troisième République, le Sénat est renouvelé partiellement pour garantir sa stabilité et son rôle modérateur. Le gouvernement propose, en l'état actuel du texte, de contrevenir à cette règle en prévoyant un renouvellement intégral en 2011. Et pour cela, il modifie par 3 fois le calendrier des élections sénatoriales. Mais c'est contraire à la Constitution qui prévoit un renouvellement partiel. Je vous renvoie aux articles 25, 32 et 68-2 de la Constitution. Et je vous renvoie à une loi organique spécifique au Sénat qui précise à son article LO 276 du Code électoral que le renouvellement est partiel, au titre de la continuité d'ailleurs des institutions. Cela, dans l'hypothèse où ceci perdurerait, ne serait pas acceptable. Voilà, mesdames et messieurs, au-delà de l'aspect constitutionnel, ce que je pouvais vous dire, et je suis à votre disposition, mais vous avez bien compris, je demeure ouvert à la condition que ça ne soit pas inacceptable. Donc, la question, ce sont les droits du Parlement et la représentation territoriale, qui pour moi sont essentiels. Nulle porte n'est fermée, mais encore faut-il que dans la perspective de la porte, il y ait un Parlement fort, une institution forte pour un exécutif fort. Je suis prêt à répondre à vos questions sur ces sujets. Bonjour. Savary Roget, Public Sénat. Sur le renouvellement intégral en 2021 du Sénat, vous venez de le dire, une telle décision ne serait pas acceptable. Que comptez-vous faire réellement pour vous y opposer? Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement? Quel calendrier peut-être? Non, tout simplement d'appliquer la Constitution. L'article 25 dit qu'une loi organique fixe les conditions dans lesquelles a lieu pour les députés le renouvellement général et le renouvellement partiel. Vous l'avez dans vos fiches. Donc ce n'est pas des sujets négociables, pardonnez-moi. Ou alors on modifie la Constitution, mais ça devra être avec l'aval du Sénat. Mais on poserait une atteinte très forte à la notion de continuité de l'État. Et on ne peut pas jouer avec ces choses-là. On n'est pas dans un jeu, là. On n'est pas dans du donnant-donnant. On est sur quelque chose de fondamental par rapport à nos institutions. Bonjour, Isabelle Fitzek pour Les Échos. Comment vous expliquez alors que le gouvernement propose ce renouvellement intégral? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il a envie, pardonnez-moi l'expression, mais de se payer le Sénat et sa majorité actuelle? Ou est-ce que c'est selon vous un élément de négociation, une menace, un espèce de coup de bluff? Il n'y a rien à négocier là-dessus. Simplement, la préoccupation qui n'est pas illégitime, c'est le respect du principe des 3/5. Pour tout vous dire, comme je ne suis pas resté sans contact, c'est un sujet que le président de la commission des lois du Sénat a d'ailleurs prévu. Vous me permettrez que le moment venu, quand il lui soit transmis le texte, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine, mais il y a des solutions. Parce que si la préoccupation du gouvernement, qui n'est pas illégitime, de l'équilibre des 3/5, parce que je ne demande pas un déplacement des équilibres institutionnels, je suis pour un bicamérisme inégal, sauf pour protéger la Constitution. Et la règle des 3/5 est une réalité. Je ne demande pas qu'on la bouge. C'est très simple. Il existe des dispositifs transitoires qui peuvent être mis dans la Constitution et qui permettent de répondre à la règle des 3/5. Donc si l'intention est pure, nous avons la purification au travers d'un amendement qui sera présenté au Sénat.
D'autres questions? Oui. Yannick Halimi du Parisien. Pour que les choses soient plus claires, plutôt que de prendre en creux la réforme, est-ce que vous pouvez nous la donner en bosse, si je puis dire? C'est-à-dire sur quel point vous êtes d'accord? Sur un certain nombre de points. Explicites. Je l'ai dit au début, CSM, Conseil supérieur de la magistrature, Cour de justice de la République, Conseil constitutionnel, d'aborder la question de la différenciation territoriale avec la réserve que nous pouvons avoir sur la Corse, par exemple. Sur tous ces sujets-là, nous sommes ouverts naturellement à la discussion modernisée. Par exemple, nous avons décidé, avec le président de Rugy il y a quelques semaines, d'examiner un certain nombre de points pour faire mieux la loi. Parce que c'est le sujet sur les droits du Parlement. Par exemple, on s'est mis d'accord sur le principe qu'il faudrait discuter en navette comment on prépare mieux la loi en amont. Avant, d'ailleurs, son dépôt au Parlement, par une vraie planification des travaux législatifs. Nous avons proposé de soumettre le gouvernement aux mêmes exigences que les parlementaires dans la discussion de la loi. Nous avons aussi proposé de renforcer les moyens de contrôle du Parlement en lui donnant la possibilité de placer des administrations à sa disposition. Par exemple, la proposition de François de Rugy, France Stratégie, mais aussi la possibilité d'études extérieures. Ce que nous ne voulons pas, c'est la réduction du droit d'amendement. Ce que nous ne voulons pas, c'est une navette qui soit vidée de sens. Ce que nous ne voulons pas, c'est interdire aux parlementaires de déposer des amendements, et au gouvernement d'ailleurs, qui auraient un lien indirect. Je vous ai donné 2 exemples, il y en aurait bien d'autres. Mais ça n'est pas... C'est institutionnel. Nous nous sommes mis d'accord avec le président de la République. Vous dire que la proportionnelle me transporte pour les députés serait un abus de langage. Je suis favorable au scrutin majoritaire. Mais nous sommes retrouvés autour du thème de 15. La question du nombre, elle est une question de représentation du territoire. Dans l'état du texte tel qu'il est au Conseil d'État, mettre la tranche autour de 435 000, ça veut dire qu'un département de moins de 435 000 habitants n'aura qu'un seul député. Je prends cet exemple. Est-ce que vous pensez... Ce matin, je posais la question à un département voisin. Je disais à un parlementaire, il fait combien ton département? Aujourd'hui, il y a 3 parlementaires. Il me dit 420 000. Ben, je dis, tu seras tout seul. Et je pense que ça pose une question de la proximité du citoyen. Et que nous allons d'ailleurs, d'autres avaient proposé la réduction, y compris dans la concurrence, comme on dit, par rapport à l'élection présidentielle, y compris des candidats qu'on a pu soutenir les uns ou les autres. Le sujet, pour moi, du nombre, est de dire à quel niveau on a une représentation convenable et à quel niveau on permet la représentation des territoires. Deuxième des choses, et le président de la République, dans un échange avec moi, m'avait dit qu'il s'était prêt à examiner, je ne doute pas que ce sera examiné. Nous avions déposé avec Philippe Bas une proposition de loi constitutionnelle qui a été adoptée par le Sénat pour sortir, dans le cadre de la représentation des territoires, de la seule logique démographique. C'est un peu technique, ce qu'on appelle le tunnel des plus ou moins 20%. Et donc de permettre que les territoires soient représentés, pas simplement en fonction de critères démographiques, mais en fonction du territoire qu'ils représentent, tout en ayant, moi, la préoccupation que les territoires les plus riches en démographie ne soient pas oubliés dans la répartition. Voilà pourquoi je ne fais pas du chiffre 244 un chiffre sacré, je l'ai redit au président de la République, et je pense que ce qui compte, d'abord dans une démocratie, c'est de trouver les bons équilibres entre la représentation des citoyens, un ou une élue, et la représentation des territoires en ce qui concerne le Sénat. Oui, vous aviez... On vous a volé le micro. Ouais. Attendez, il y avait là, je crois, désespérant. Oui. Et Yannick Falt, France Info, que répondez-vous aux Corses qui dénoncent une révision constitutionnelle à minima, vous qui avez notamment plaidé pour une non-fragmentation de la République? La même chose. Je suis à chaque fois sur la différenciation. On ne s'interdit pas d'examiner la situation insulaire de la Corse. Mais en même temps, une République indivisible et une République
où le pouvoir d'adaptation, parce que la réforme de 2002 n'a pas fonctionné, et nous sommes sans doute en partie responsables de ne jamais avoir écouté ce que l'Assemblée de Corse demandait au gouvernement et au Parlement, mais de le faire sous le contrôle du Parlement. Oui, là vous voulez vraiment pas lui donner le micro. Ça doit être en plus pour une question hors du texte, alors allons-y. C'est lié au texte. Bonjour, Paul Larouche au quotidien. Vous semblez en colère. Qu'est-ce que ça veut dire à quoi ça ressemble un Gérard Larcher en colère? Et vous semblez considérer que le texte est provisoire. Vous écoutez, vous dites c'est non négociable, mais par exemple le droit d'amendement a l'air définitif. Ça a été présenté très officiellement ce matin au Conseil des ministres. Donc est-ce que vous dites clairement à Emmanuel Macron, non, vous devrez passer par un référendum sur ce point-là? Merci. Je ne suis pas en colère. Mais pas du tout en colère. Je suis déterminé. Si vous, la détermination et des convictions fortes vous paraissent de la colère, alors mon image ronde, il faut la revoir. Je suis déterminé sur les droits du Parlement. Et je suis certain que ça dépasse tous les clivages, ici, politiques, sur les droits du Parlement. C'est en effet une affaire extrêmement sérieuse. Et pardonnez-moi, le sujet, c'est pas de manier ou non le référendum. Je crois que le Premier ministre a été assez clair ce matin. Il s'agit de la France. Il s'agit du fonctionnement de sa démocratie représentative. Il s'agit de la relation entre les citoyens et ceux qu'ils mandatent pour les représenter. Et c'est donc un sujet sérieux. Donc je ne suis pas en colère, mais déterminé. Anne-Pascale Reboul, AFP. Est-ce que vous pensez possible sur le projet de loi constitutionnelle d'arriver à voter le même texte que l'Assemblée? Est-ce que vous pensez aboutir plutôt à un texte conforme? Et est-ce que vous faites finalement de l'ensemble des textes avec le projet de loi organique et ordinaire un paquet? Est-ce que c'est tout ou rien? Voilà, comment vous voyez les choses? Le président de la République s'est engagé à ce qu'on ait les trois textes en perspective. C'est ce qu'il nous a dit. Voilà pourquoi, sur les textes aujourd'hui à l'examen du Conseil d'État, je n'ai pas eu qu'une prudence de langage. J'attends de voir les textes, j'attends de voir les propositions du gouvernement, et l'ensemble est un équilibre. Mais je le dis, sur les droits du Parlement et le territoire, il n'y a pas de négociation. Il y a une discussion, il y a un échange. C'est ce que nous allons avoir avec l'Assemblée nationale. Et je ne doute pas que nous puissions avoir un dialogue avec l'Assemblée nationale. J'ai cité tout à l'heure, en vous répondant, quelques-uns des points sur lesquels nous étions en train de travailler, de converger. Il n'y aura naturellement pas le même texte après la première lecture, d'autant plus que je sens monter d'autres sujets. Le sujet de la parité. D'ailleurs, le Sénat propose une parité dans la Constitution au gouvernement. Mais je sens d'autres sujets paritaires monter. Je sens aussi parfois à l'Assemblée nationale les questions du climat vouloir être déplacées de numéros. Il y a des sujets comme ça et il y aura un dialogue. Nous avons la chance, ici, je dois dire que nous avons travaillé collectivement, tous les groupes politiques. Et d'ailleurs, je réunis la semaine prochaine le groupe de travail pour pouvoir examiner ce texte, en même temps un certain nombre d'autres éléments que j'ai à transmettre plus personnellement aux membres du groupe de travail, mais aussi en transmettant au président de la commission des lois le texte, d'avoir les éléments de ce qui peut être la construction collective du Sénat. Je pense que sur les droits du Parlement, nous aurons une construction assez convergente. Je pense que sur la représentation du territoire, nous aurons une représentation assez convergente. Il y aura d'autres points sur lesquels il y aura des différences. Et il y aura des ajouts. Mais je crois que si les choses ne devaient pas aboutir, la responsabilité ne sera pas ici. Parce que je les ai invités lundi, qu'il y a cet après-midi 2 heures de débat, que par exemple, le président ne croyait pas qu'il y a une surinterprétation à faire. Je suis naturellement en lien assez étroit. Vous avez le président du groupe
de l'Union centriste, le président des Indépendants, le président du groupe des Républicains est là. Ce matin, j'ai fait le point avec le rapporteur, le futur, qui n'est autre que le président de la commission des lois, avec le rapporteur du groupe de travail. Et naturellement, je tiens à informer tous les groupes politiques. Vous savez, ici, les choses sont assez simples. Charlotte Gauthier pour Radio Classique. Deux questions sur le renouvellement intégral du Sénat en 2021. La première, c'est est-ce que le président ou l'exécutif ou qui que ce soit du côté du gouvernement, vous l'avez clairement évoqué lors de vos conversations? Et pardon, la deuxième, est-ce que j'ai bien compris que c'est contre la Constitution et que c'est là-dessus que vous vous basez pour dire que vous êtes contre, mais est-ce que vous y voyez, est-ce que vous pouvez nous le dire clairement, une manipulation politique? Merci. Oh, je ne fais jamais d'accusation de manipulation. D'abord, pour manipuler, il faut qu'on soit manipulable. Et sur ce sujet, assez difficile. Non, ça n'était pas dans les sujets que nous avions discutés. Et nous savons d'ailleurs que le laboratoire qui a reçu commande l'a reçu plus tardivement. Pour m'en être entretenu hier avec le Premier ministre auprès de l'Arc de Triomphe, je lui ai dit que ce serait un triomphe limité si ça devait perdurer. Et donc voilà. Attendez, il y avait d'autres... Oui. Oui, bonjour, François Vignal de publicsénat.fr. Je reviens sur la baisse du nombre de parlementaires. Avec 244 sénateurs, il y aurait quasiment un département sur deux avec un seul sénateur. Est-ce que ça, c'est acceptable pour vous? Non. Alors, il faut arriver à combien? Vous voyez, ben, c'est bien pour ça que c'est le seul point sur lequel nous n'étions pas sortis avec un accord. C'est pour ça que l'utilisation de la référence, de la proposition de loi Bas-Larcher, c'est rare qu'un président du Sénat dépose une proposition de loi, il y a maintenant 3 ans, qui a été adoptée par le Sénat à une très très large majorité, est une base de discussion pour trouver les bons équilibres. Oui. Bonjour, Quentin Vasselin, Sud Radio. Je vais être un peu hors texte, je suis désolé. Vous avez dit lundi, vous avez voulu dire que le dialogue social sur la SNCF pourrait se poursuivre au Sénat pour améliorer le projet de loi. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez plus globalement de ce projet? Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais rendez-vous avec téléphonique, puis ensuite technique, avec un certain nombre de responsables syndicaux. On va tout simplement faire ce que le bicamérisme doit faire. Nous avons déjà voté une proposition de loi déposée par M. Moret, rapportée par M. Gérard Cornu, pardonnez-moi, c'est le côté césariste qui l'emporte, ou le Bordeaux. En tous les cas, nous allons jouer notre rôle d'Assemblée. Et d'ailleurs, le Premier ministre a dit il faut qu'au texte au Sénat, on puisse avancer. D'ailleurs, il a sollicité le bicamérisme, qui me semble une réaction que je partage du Premier ministre. Et je pense que c'est tout simplement le fonctionnement naturel du bicamérisme. Mais j'ai dit que j'étais pour la réforme de l'entreprise, que j'étais pour la réforme de la gouvernance de l'entreprise, que j'étais ouvert pour l'ouverture à la concurrence, on l'a déjà voté au Sénat, et que la question du statut des nouveaux entrants devait faire l'objet d'une nouvelle convention collective. Et que sur la question de la dette, il fallait qu'on s'absorbe la dette. C'est pas tout à fait dans le texte, donc je vous mets fait un écart, sauf que ça montre l'intérêt du bicamérisme. Oui, dernière, ceux qui n'ont pas posé de questions encore. Attendez, Public Sénat? Si, vous vouliez? Non. Madame Demi. Pardon, vous parlez beaucoup du maintien de la défense du bicamérisme. Vous pensez qu'il y a vraiment des gens bien placés qui souhaiteraient la fin du bicamérisme à court ou moyen terme? On a l'impression que c'est toujours c'est toujours une tentation, c'est surtout son affaiblissement. Je rappelle que ça a été une tentation il y a longtemps. Après, il n'y a pas si longtemps que ça. Si, enfin, il y a longtemps. Il y a eu tentation. Monsieur Bartolone, c'est pas il n'y a pas longtemps. Non. Il y a eu une tentation en 69 et Claude Bartolone, c'était un rêve. Ah bah oui, mais. C'était un rêve, mais qui n'est pas devenu réalité. Non. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes nominativement parlant? Moi, je fais de procès d'intention à personne, mais vous savez, tout pouvoir a besoin d'un contre-pouvoir.
mais il est rare qu'il le suscite d'une gaieté de cœur absolue. Et c'est vrai pour toutes les sensibilités politiques. Oui ? Je retiens que vous n'êtes donc pas en rondeur. Ça, d'ailleurs, votre très bonhomme, en fait, vous n'êtes pas en rondeur du tout. Est-ce que vous avez des contacts directs avec le chef de l'État sur cette question de la Constitution ? Bien sûr. Et lesquels, du coup ? Bien sûr, et je continuerai à en avoir. Excusez-moi, je ne donne pas mon agenda sur le sujet, mais j'en ai parce qu'il est naturel que nous ayons un dialogue entre le chef de l'État et moi-même sur des questions de cette nature. Nous sommes aussi une république apaisée, une démocratie apaisée. Et donc, j'ai des contacts sur ces sujets avec le chef de l'État. Je ne vais pas vous dire le contraire. Réponse oui. Bien, merci à tous. Voilà pour cette conférence de presse du président du Sénat, Gérard Larcher, qui estime bien que la réforme constitutionnelle, dont le premier volet a été présenté ce matin en Conseil des ministres, est un affaiblissement du Parlement. On va bien sûr en débattre avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir François Patria. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du groupe La République En Marche ici au Sénat, sénateur de la Côte d'Or. Bienvenue à vous. Sur ce plateau également Hervé Marseille. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes le président du groupe centriste au Sénat, sénateur des Hauts-de-Seine. Avec nous, Cyril Pellevat, bonjour. Vous êtes sénateur LR de la Haute-Savoie. Vous êtes secrétaire de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Et puis, pour nous éclairer sur ce premier volet constitutionnel, Benjamin Morel est avec nous. Bonjour, vous êtes juriste, docteur en sciences politiques et à l'ENS Paris-Saclay. Première question pour vous, François Patria, puisqu'on a vu Gérard Larcher qui se dit déterminé à défendre les droits du Parlement. Ils sont réellement en danger, les droits du Parlement, avec cette réforme ? Je crois qu'il faut mettre fin à une forme de duplicité dans les propos. Entre les propos engageants, de négociateurs, de discussions, d'élaboration en commun, et la position plus radicale au début et à la fin du propos qui disent qu'il y a des lignes rouges inacceptables, je crois que moi j'ai le sentiment, alors qu'il y a une volonté de la majorité du Sénat de faire opposition à cette réforme et d'y trouver chaque jour un motif nouveau. Parce que quels sont les motifs ? Y a-t-il affaiblissement du Parlement ? J'imagine que mes collègues et amis vont m'expliquer pourquoi. Moi, je ne considère pas qu'il y ait d'affaiblissement. Et on regardera dans les détails. Y a-t-il une sous-représentation des territoires ? Les territoires, moi, il faudra m'expliquer vraiment ce que c'est. Je suis élu bourguignon, mais je ne représente pas les bourguignons. Je représente les Français au Parlement. Et le territoire n'a de valeur que s'il y a une représentation démographique. Donc, sur ces deux points, je pense que l'argumentation de Gérard Larcher aujourd'hui de dire ligne rouge, c'est aujourd'hui affaiblissement du Parlement et territoire sous-représenté, on peut montrer qu'à travers les textes en préparation et qui sont en discussion, en négociation, qui seront plus aboutis après la discussion au Sénat, il y a une marge de manœuvre intéressante. Hervé Marseille, quel est votre sentiment ? Est-ce que vous pensez, vous, qu'il faut défendre les droits du Parlement, qu'ils sont vraiment mis en danger par cette réforme présentée ce matin ? Je crois qu'il n'y a pas de radicalité dans les propos. Je pense qu'il y a des textes qui ont été présentés. En tous les cas, il y en a un aujourd'hui qui a été présenté. On en annonce deux, la loi organique, le projet de loi organique et le projet de loi simple le 23 mai, qui ont leur importance parce que la réforme, c'est un tout. Il y a une partie très constitutionnelle, mais on sait aussi que ce qui concerne l'élection des parlementaires, c'est quelque chose qui touche à la loi organique et à la loi simple. Et il était normal que tout soit mis sur la table et le gouvernement a répondu à cette attente en prévoyant de faire connaître les trois textes. Sur ce premier texte, il y a des points sur lesquels je crois une très large majorité des sénateurs et même des parlementaires en général seront d'accord pour s'associer à la démarche. Et sur d'autres, il y a un dialogue qui s'est engagé. C'est vrai qu'on peut s'interroger. C'est pas blanc ou noir. C'est à prendre ou à laisser. Je crois que il n'y a pas de radicalité dans les observations qui sont faites, pas plus que dans celles qui sont présentées. Je pense que sans chercher à savoir s'il y a de la mauvaise foi de part et d'autre, il y a simplement des propositions
Et c'est vrai que sur le droit d'amendement, il y a un certain nombre de sujets, y compris pour le gouvernement lui-même, qui sont interrogatifs. Sur la CMP, ce sont des sujets très techniques. On va y revenir dans le détail, si vous voulez bien, Hervé Marseille. Mais est-ce qu'il y a un affaiblissement du Parlement? Est-ce que vous reprendriez ce terme? Je ne sais pas si on peut appeler ça un affaiblissement. En tous les cas, c'est des droits du Parlement qui sont discutés. Donc c'est normal qu'il y ait un débat qui s'engage sur ce sujet. En tous les cas, Gérard Larcher a estimé bien que l'esprit du Congrès de Versailles n'avait pas été respecté par le président de la République. On l'écoute. Au-delà des mesures à forte visibilité qui ont focalisé l'attention, interdiction du cumul dans le temps, réduction du nombre de parlementaires proportionnel, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un projet de révision constitutionnelle se propose de faire régresser les droits du Parlement. Il porte atteinte à des droits et des principes essentiels et par-delà à l'équilibre des pouvoirs, principe auquel je tiens tant. Je pense au droit d'amendement, à l'ordre du jour partagé et bien sûr au bicamérisme. Je crois pour ma part, de par mes convictions politiques profondes, à la nécessité d'un exécutif fort. Je crois aussi qu'un Parlement fort est indispensable à un exécutif fort. Voilà, Cyril Pellevat, on vient d'entendre le président du Sénat. Est-ce que vous êtes d'accord pour rendre cette procédure parlementaire plus fluide, plus efficace, finalement ? Je pense qu'en termes des parlementaires, on est tous d'accord pour qu'on aille une procédure qui soit plus fluide, plus efficace. Par contre, ce qui a été rappelé aussi en mettant des lignes rouges et par rapport au texte, c'est que bien évidemment, nous ne voulons pas rogner sur les droits du Parlement qui ont été acquis, etc. Donc, de part, là, et c'était aussi pour répondre à une des premières questions qui a été posée, on voit malgré tout qu'on assiste à un affaiblissement du pouvoir du gouvernement et par rapport à tous les éléments qui ont été rappelés par Gérard Larcher, notamment sur le droit d'amendement. On va voir ce qui va en parler de la commission mixte paritaire et aussi sur l'agenda. Alors que Jean-Pierre Sueur nous a rejoint sur le plateau, bonjour. Vous êtes sénateur socialiste du Loiret, vice-président de la commission des lois. Le groupe socialiste a travaillé sur cette réforme, a fait ses propres propositions sur la réforme constitutionnelle. Est-ce que vous rejoignez Gérard Larcher dans l'analyse qu'il a présentée aujourd'hui? Oui, mais je veux insister sur un point. Vous savez, moi j'aime le Parlement. Et j'aime notre travail qui consiste à écrire la loi. La loi, quand elle est votée, elle dure souvent très longtemps. Regardez la loi de 1901 sur les associations, la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Plus d'un siècle après, elles sont en vigueur. Donc nous devons veiller à ce que chaque ligne, chaque mot de la loi soit juste, parce que ça va s'appliquer à tous les Français. Et c'est pourquoi je ne partage pas ce discours perpétuel où on nous dit il faut aller vite, il faut aller plus vite, il faut faire les lois très vite. Mais non, le temps de la loi, c'est pas le temps de l'actualité. Mais ce n'est pas nouveau, Jean-Pierre Sueur. François Hollande lui-même aussi s'était plaint d'une certaine lenteur du Parlement. Et je n'étais pas d'accord non plus. Car, voyez-vous, depuis un an, mais ça a commencé avant, la plupart des lois, même toutes les lois, sont présentées selon la procédure d'urgence. Or, la procédure d'urgence, dans la Constitution, elle a toujours été considérée comme exceptionnelle. Et moi, j'enrage quelquefois qu'il y ait une lecture au Sénat, une assemblée terminée. Mais non, il faut du temps. Sinon, il arrive que les lois soient mal faites et qu'on doive tout recommencer. Donc, moi je dis, mais prenons au sérieux l'amour de la loi. Vous comprenez, la loi, je vais prendre un exemple. C'est comme un rocher, vous savez, qui est un galet, qui est poli par la marée. Il faut l'améliorer. Et donc, il faut le temps. Il ne faut pas que ça dure une éternité. Et moi, j'ai plein d'idées pour que l'on soit plus efficace, plus... Alors on va y venir, si vous voulez bien. En tous les cas, il y a eu la réponse du Premier ministre, puisqu'à l'issue du Conseil des ministres ce matin, Édouard Philippe avec Nicole Belloubet ont tenu une conférence de presse. Il a tenu à rassurer justement sur cette question de l'équilibre entre les pouvoirs législatifs et exécutifs. On écoute le Premier ministre. Notre objectif, encore une fois, est de revenir d'une certaine façon à l'esprit de la Ve République. Et il n'est donc évidemment ni d'abaisser certains, ni d'élever d'autres. Il s'agit d'avoir une forme d'efficacité réciproque entre le Parlement et le gouvernement. Nous devons travailler ensemble.
Et la qualité de notre travail collectif qui sert la démocratie n'a d'intérêt que si ce travail est efficace. Et l'objectif de ce texte, c'est de faire en sorte que notre travail en commun soit plus efficace, plus rapide quand c'est nécessaire, pas forcément à chaque fois, mais plus rapide quand c'est nécessaire, et peut-être aussi plus concentré sur les sujets qui relèvent pleinement d'un débat public et intense pour écarter les éléments qui, eux, peuvent être traités autrement, soit en commission, on l'a vu, soit qu'ils ne relèvent pas directement du débat législatif. Benjamin Morel, sans surprise, on voit que ce premier volet ne passe pas auprès du Sénat. Est-ce que les mesures contenues portent réellement atteinte à cet équilibre dont je parlais entre le pouvoir exécutif d'un côté et le pouvoir législatif de l'autre, et au-delà, eh bien, atteinte au bicamérisme? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand le Premier ministre dit retour à l'esprit de la Ve République, l'objectif de la Ve République originellement, c'est de mettre tout en place pour avoir un Parlement cadenassé, un Parlement à la botte du gouvernement et du président de la République. Alors depuis cette origine de la Ve République, on a eu des réformes successives pour donner un peu de pouvoir au Parlement, le point d'orgue étant la réforme constitutionnelle de 2008. Là, on a une réforme qui, d'une certaine façon, eh bien, en effet, revient sur un acquis, sur quelques acquis qui ont été portés en 2008, et même va plus loin que ce qu'il y avait avant, en termes de droit d'amendement, en termes de navette parlementaire. Donc tout ça pose quand même un certain nombre de questions, parce qu'on a déjà des institutions qui sont très déséquilibrées. De tous les parlements du monde occidental, le Parlement français est probablement l'un des plus faibles, l'un qui a le moins de pouvoir et le moins de force de contrôle, de proposition. Ça n'a rien à voir avec le Bundestag, ça n'a rien à voir avec la Chambre des communes. Dire, eh bien, pour rationaliser, on va encore un peu plus serrer les vis, c'est une forme en tout cas, ça pose question. J'aimerais revenir un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure par Jean-Pierre Sueur sur le temps. Le vote moyen d'une loi en France, c'est 149 jours. En Allemagne, c'est 156 jours. Aux Pays-Bas, c'est 400. Donc, on est dans la moyenne. On est à peu près dans la moyenne là-dessus. Donc, on est à peu près dans la moyenne sur le temps d'examen pour une loi. Si on regarde les parlements qui vont plus vite que nous, c'est soit des pays monocaméraux, soit des pays relativement autoritaires. La palme, justement, allant à la Hongrie, qui, elle, met 30 jours. François Batria. Alors, moi, j'aime bien le Parlement. Je suis comme mon ami Jean-Pierre Sueur, mais j'aime bien un Parlement qui est utile et pas un Parlement qui est la maison des palabres. Si le gage de la qualité d'une loi, c'est le temps qu'on met pour le discuter article par article, élément par élément, virgule par virgule, alors je ne suis pas convaincu qu'on arrive où. Je vous donne un exemple, Jean-Pierre. La loi NOTRe, on a dû le voir 10 fois. On a dû y passer 3 mois. C'est la pire loi qu'on ait jamais connue. Moi, je pense pas. C'est la pire loi qu'on ait jamais connue et qu'aujourd'hui, elle est contestée par tous les élus de la République. Voilà une loi sur laquelle on a passé du temps. Dans un exemple. Deuxièmement, en quoi le pouvoir du Parlement est-il affaibli? Le fait qu'on ne veuille pas discuter demain d'amendements sans rapport avec le texte, en quoi est-ce que ça affaiblit le Parlement demain d'éliminer des amendements qui n'ont rien à voir avec le texte? En quoi le Parlement est-il affaibli? Parce qu'une fois qu'on a eu une commission mixte paritaire, il y aura une lecture dans les 2 assemblées, ou d'avoir 3 ou 4 lectures derrière. À quoi ça servira? Je pense qu'on voit bien ici, nous vivons ici des heures et des heures de séances de jour et de nuit, dont on voit bien qu'on pourrait, non pas les économiser, non pas le calimutant, mais qu'on pourrait mieux travailler. D'autant plus que le Parlement est parfois redondant. Je vois qu'on a examiné une loi sur la SNCF pendant 1 semaine, à la demande de M. Moret, cher ami, et tout, sur la loi, alors qu'on va discuter de la loi SNCF, dont tout sera dedans dans 3 semaines au Sénat. Est-ce qu'on n'a pas perdu un peu de temps? Donc, et que le fait que le gouvernement veuille mettre à l'ordre du jour des textes de loi qui lui paraissent essentiels, si on veut vraiment changer les choses, si on veut que les réformes servent à quelque chose, qu'elles changent le quotidien des Français, je ne suis pas convaincu qu'il faille mettre autant de temps pour... Avant de vous donner la parole, messieurs, puisqu'on parle du droit d'amendement, je vous propose de réécouter Gérard Larcher, puisque le droit d'amendement, c'est finalement la raison d'être du parlementaire. Écoutez ce qu'en a dit le président du Sénat tout à l'heure. Une telle règle briderait de manière excessive, nous semble-t-il, le droit d'amendement des parlementaires. Et paradoxalement, elle porterait également une atteinte au droit d'amendement du gouvernement, qui dispose aujourd'hui en première lecture d'un instrument qui lui permet des ajustements et des ajouts parfois utiles. Très vite, il reviendrait à multiplier les textes fourre-tout portant diverses dispositions pour garder une marge de manœuvre. C'est exactement l'inverse de l'objectif
que je crois nous poursuivons tous ensemble, celui de l'efficacité des procédures et de la qualité de la loi. Est-ce que le gouvernement a déterré la hache de guerre avec cette question du tri strict des amendements, Hervé Marseille? Je ne sais pas, je voudrais juste un mot sur le débat qui vient de l'échange, du moins qui vient d'avoir lieu entre François Patriat et mon collègue Sueur. Je veux dire, est-ce que le gouvernement s'engage à faire des décrets d'application dans les mêmes délais? Parce que moi, je veux bien qu'on fasse des textes plus vite, tout le monde est d'accord. Mais souvent, il faut attendre 1 an avant d'avoir les décrets d'application. Tous les décrets de la loi travail sont aujourd'hui signés. Elle a été votée pendant le mois d'août. Non mais François, tant mieux. Je veux dire, simplement, c'est aussi la question. Parce qu'on ne voit pas bien, dans tout ça, on nous a dit moins de parlementaires, et tous les candidats au présidentiel, soyons clairs, ont tous proposé moins de parlementaires. Donc, sur le sujet, je crois qu'il y a plus ou moins un quasi-consensus. Il y aura toujours reste à voir la question de la répartition. Voilà. Après, c'est la question de la répartition. Mais avec quels moyens et quel objectif? Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir moins de parlementaires. Bon, il y a le problème de la représentation territoriale. Et puis, il y a surtout, qu'est-ce qu'on leur donne pour mieux contrôler l'action du gouvernement? Quelles responsabilités, quel pouvoir on peut donner à ces parlementaires pour qu'ils exercent leurs responsabilités de façon un peu plus forte? Cyril Pellevat, pardon, sur ce point, et je vous donne la parole ensuite Jean-Pierre Sueur. Sur les amendements, parce que vous avez tous connu ici effectivement des amendements discutés en commission, rejetés et de nouveau retravaillés en séance. Il faut peut-être réfléchir à une accélération justement du temps sur ce point des amendements. Moi, alors déjà, je voulais revenir un peu sur les discours d'Édouard Philippe, le Premier ministre. À un moment, il dit qu'il faut qu'on travaille plus avec le Parlement. Sauf que dans les textes qui sont arrivés, notamment à la réforme constitutionnelle, il y a des éléments qui sont sortis qui n'étaient pas du tout discutés en amont. Donc, quelque part, il y a un peu un mépris du travail de parlementaires et des propositions qui ont pu être faites par l'intégralité des groupes politiques ici présents. Après, sur les amendements, je rejoins bien évidemment ce qu'a dit le président Larcher. Quand on est rapporteur de texte, bien souvent, on se retrouve en fin de séance et en deuxième en deuxième lecture, notamment avec des amendements qui viennent de gouvernement. Moi, j'ai eu le cas dans le cadre de la montagne avec des financements sur le Lyon-Turin et d'autres sur les médecins de campagne. Et je trouve effectivement qu'avec ce qui nous est proposé aujourd'hui, bien sûr, il faudra affiner, etc., et aller plus loin, et le travail parlementaire et le travail va aller dans ce sens-là. On empêche les parlementaires et aussi le gouvernement de pouvoir déposer des amendements. Donc maintenant, est-ce qu'il faut aller plus vite ? Ça, je sais pas, mais en tout cas, mais sur l'aspect amendement, il faut qu'on ait le droit de pouvoir les déposer systématiquement, parce qu'on voit aussi que des fois l'actualité va très vite et on a besoin de pouvoir aussi ajuster dans le cadre des textes. Et le risque d'avoir un texte très très large, fourre-tout, qui est tel qu'il est mentionné, à mon avis, est une réalité sur le travail au quotidien. Est-ce qu'il faut limiter le nombre d'amendements, Jean-Pierre Sueur? Mais non. Vous savez, pour les parlementaires, l'amendement, c'est comme l'air qu'on respire, hein, chère Delphine Girard. Oui. Je le disais, c'est votre raison d'être, votre raison d'exister. Cher François, nous avons vécu, toi et moi, environ 10 ans à l'Assemblée nationale et une dizaine d'années au Sénat. 18 ans. Ou 18 ans, très bien, bravo, je sais plus, je compte plus. Mais pendant lesquels on ne nous a jamais parler de l'article 41 de la Constitution, de l'article 45. Aujourd'hui, on nous dit, je vais prendre un exemple très concret. Voyez-vous, je suis en contact avec les associations des victimes des attentats qui veulent qu'on puisse gérer, traiter dignement les restes humains à la suite de ces malheurs. Il faut un amendement qui dure 1 ligne. Je le présente dans une loi sur égalité et citoyenneté. On me dit, c'est hors sujet. On me dit, tu as qu'à présenter une proposition de loi qui n'arrivera jamais. Donc, il faut arrêter cette espèce d'intégrisme sur les amendements, qu'on soit libre de présenter les amendements. Et puis après, c'est le Parlement qui vote la loi. Si le Parlement pense que c'est hors sujet, ben, il votera contre. Mais que cette histoire de, comme si on était avec une laisse, cet amendement-là, non, ça va pas. Il y aura un juge de paix gouvernemental qui nous interdira. Mais non, il faut être libre. Il faut qu'on soit bien dans nos baskets. Et François, tu es tellement bien dans tes baskets que je suis sûr que tu nous inscris. Alors, Benjamin Morel, peut-être, sur cette question des amendements. Il y a 2 grands aspects sur cette question des amendements. Il y a la question des irrecevabilités, ce dont on a surtout parlé, qui vise à dire tout ce qui n'a aucun lien direct, et j'insiste bien sur le direct, parce qu'on a quelque chose qui est plus fort aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le Conseil qui est le juge de paix, et il exige qu'il n'y ait pas de lien qui soit trop indirect. Donc là, on durcit. Donc il faut qu'il y ait un lien direct avec le texte, ce qui en effet pose une question en termes d'initiative de chaque parlementaire, et où il faut qu'il y ait une portée normative, que ce ne soit pas ce qu'on appelle des neutrons législatifs, qui est derrière quelque chose qui soit réellement applicable. Le problème, c'est que ces 2 idées
ben en fait, elles sont très larges, elles sont très floues. La jurisprudence du Conseil constitutionnel n'est pas évidente. Faire passer ça dans la Constitution et faire du gouvernement le juge de paix, parce que certes, il y a un recours devant le Conseil constitutionnel qui est possible, mais il faut quand même que le président de l'Assemblée, à ce moment-là, accepte de saisir le Conseil constitutionnel, notamment pour l'Assemblée nationale, c'est problématique. Donc là, il y a quand même un risque de réduction du nombre des amendements, du nombre de la portée du droit d'amendement dans les faits. Donc là, il y a quelque chose qui est tout de même ambigu, dangereux, parce que les termes sont ambigus. Le deuxième aspect, c'est est-ce qu'on peut présenter 2 fois le même amendement en commission et en séance publique. Bon, oui. Et là, il y a un certain nombre de questions qui peuvent se poser si on décide que seuls les amendements examinés, non examinés en commission peuvent être déposés en séance publique. Tous les parlementaires ne sont pas présents en commission. Tous les parlementaires ne sont pas présents en commission. Et un parlementaire qui décide de déposer un amendement en commission qui n'est pas adopté, s'il change une virgule, est-ce que c'est encore le même amendement? Là encore, on est dans quelque chose de flou. Par ailleurs, c'est un peu une prime au crime. C'est-à-dire que si vous êtes parlementaire, si vous jugez que votre amendement ne va pas être adopté en commission ou que vous voulez réellement en revendiquer la paternité, eh ben vous le déposez plutôt en séance publique. Et donc on surcharge la séance publique et on vide l'intérêt de l'examen en commission dans la révision de 2008. Donc là, il y a de fausses bonnes idées sur tous ces aspects, je pense. Moi, j'aime bien les expressions de Jean-Pierre Sueur. Il dit l'amendement, c'est l'air qu'on respire. Ça peut être aussi l'oxyde de carbone qui asphyxie. Parce que dans les époques que tu as évoquées, je me souviens des lois de décentralisation sous Defferre. 3000 amendements, y compris un amendement de M. Toubon, qui était l'amendement des cocotiers pour résoudre les problèmes de la population. Il fallait faire comme en Afrique, faire monter les vieilles au-dessus du cocotier, secouer, comme ça il y en aurait moins. J'ai eu ça comme amendement. J'ai entendu cet amendement. Là, je prends un texte plus récent. Voilà que le texte de loi à alimentation va arriver à l'Assemblée. Déjà plus de 2200 amendements déposés. Comme dit un grand parlementaire d'aujourd'hui, c'est la foire à la saucisse. Mais voilà, attendez, on ne s'y retrouve plus, on parle de tout, de n'importe quoi, tout le monde en rajoute, tous les lobbies viennent autour. C'est même plus possible de discuter de l'essentiel du texte. Je crois qu'il faut être beaucoup plus, essayer rationnel. Il y a un texte de loi, il est amendable. C'est le Parlement qui fait la loi, qu'il le fasse dans des conditions, j'allais dire, un peu décentes et qu'on ne discute pas pendant des heures entières. Les soirées que nous passons en séance, pour avoir un amendement, nous arrivons au même amendement en discussion commune. 10 amendements, 10 prises de parole, où les gens s'écoutent parler. C'est vraiment la maison des palabres, c'est pas la maison de la loi. La démocratie ne s'use que si on ne s'en sert pas. Alors tu as raison, hein, Jacques Toubon est l'exemple vivant du fait qu'on peut avoir 2 vies. Je me rappelle quand Jacques Toubon était un opposant extraordinaire. Mais je voulais ajouter un autre point, chère Delphine Girard, c'est que il y a autre chose qui pose vraiment problème. Vous savez qu'en 2008, on a obtenu, hein, c'était Nicolas... Alors, si vous voulez parler de l'ordre du jour partagé, oui. on va y venir, Jean-Pierre Sueur. Bon, dans un instant, on prend les choses un petit peu comme elles ont été présentées. Je voudrais vous faire écouter Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, qui a également réagi à cette question de l'accélération du travail parlementaire. C'était ce matin, on l'écoute. Alors, on va écouter Nicole Belloubet dans un instant, la garde des Sceaux qui est revenue sur cette question du temps resserré. On l'écoute. Il est également proposé, troisième mesure, de réduire le nombre de discussions qui peuvent s'élever aujourd'hui jusqu'à 13 discussions quand on considère les commissions, les séances, etc. et dans les 2 chambres. Et donc nous proposons qu'après l'échec d'une commission mixte paritaire, le dernier mot puisse être donné comme aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais dans des conditions plus resserrées. Après lecture aussi. Benjamin Morel, oui, là, alors allez-y, parce que sur cette possibilité, comme effectivement... tout à l'heure, je n'ai pas beaucoup parlé, là vraiment c'est grave. Mais non, mais c'est gravissime. Ou bien on est pour le bicamérisme, ou on n'est pas pour le bicamérisme. Mais il y aura une lecture au Sénat. Si on est par le bicamérisme, il faut que l'on puisse avoir, après la commission mixte paritaire, une lecture à l'Assemblée, une lecture au Sénat, puis l'Assemblée a le dernier mot. C'est tout à fait, mais c'est tout à fait logique. Alors d'autre part, par rapport aux amendements, est-ce que vous pouvez me citer, dans les 30 ou 40 dernières années, un seul texte dont le gouvernement en place voulait qu'il passe et qui, en raison du nombre d'amendements, n'a pas pu passer? Il n'y a pas d'exemple. C'est-à-dire qu'il y a eu des textes où il y a eu beaucoup d'amendements, mais finalement, ces textes ont été adoptés. Mais il faut parfois expérimenter le temps programmé, ou par exemple sur les discussions budgétaires, on passera de 70 jours à 50. Il n'y a pas de temps programmé, je suis résolument contre, et il n'y a pas d'obstruction. Et il y a des textes qui donnent lieu à des débats passionnés, mais c'est la République. Benjamin Morel, puisqu'on voit le temps du Parlement, mais aussi il y a un besoin, peut-être aussi des Français, de voir des réformes adoptées rapidement.
Oui, mais encore une fois, il faut s'entendre sur ce que c'est rapidement. Alors, sur le temps législatif programmé, sur lequel j'aimerais quand même revenir, on a là, on peut être pour, on peut être contre, mais on a là un instrument fort qui fait qu'en fait, il n'y a plus réellement d'obstruction depuis la réforme de 2008. Aujourd'hui, le gouvernement ou les présidents d'assemblée ont tous les éléments dans les mains pour éviter les grands phénomènes d'obstruction. Vous parliez des amendements cocotiers. On peut également se souvenir de la loi sur EDF, de la loi sur la retraite, etc. Ces situations-là, ces circonstances-là qu'on avait connues surtout au début des années 2000 et à la fin des années 90, aujourd'hui, on a les instruments pour lutter contre. Alors après, les Français veulent peut-être avoir des lois plus vite. Mais pour qu'une loi soit rapidement adoptée et pour qu'elle soit, on va dire, bien adoptée, il faut tout de même qu'elle soit de qualité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on les pense, il faut qu'on les corrige, y compris sur des questions de forme, et tout ça, ça prend du temps. Parce que si on ne prend pas ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien d'abord, comme vous le disiez tout à l'heure, les décrets d'application mettent très longtemps à apparaître. La loi travail qu'on a votée en urgence et qui a suscité quand même des débats lourds, elle a mis environ 3-4 mois à être adoptée. Les décrets d'application, les derniers, ils sont parus, Emmanuel Macron était président de la République. Donc on a un vrai décalage de temps entre, d'un côté, un temps qui devrait être rapide au Parlement et une application des lois qui dépend du gouvernement qui, lui, généralement, prend son temps. Pour qu'une loi soit réellement applicable, pour qu'une loi soit réellement démocratique également, c'est-à-dire qu'elle soit ce que les parlementaires, les représentants du peuple en ont pensé, il faut qu'elle soit bien écrite. Si elle n'est pas bien écrite, eh bien ça donne du pouvoir à qui? Ça donne justement du pouvoir à ceux qui écrivent les décrets et aux juges qui ensuite se retrouvent avec des lois inapplicables. Donc ça débouche sur 1, le gouvernement des juges, et 2, le pouvoir de la technocratie. Donc le temps qui est passé au Parlement à faire de bonnes lois, c'est pas un temps excessif par rapport au temps qu'on met pour les appliquer, et c'est surtout du temps nécessaire pour que ces lois, justement, rentrent rapidement et bien en application. Alors, on va continuer cette analyse en plateau, mais vous le savez, c'est le principe de cette émission. On va retrouver Tam Trani depuis la salle des conférences. Vous êtes avec Jean-Yves Lecomte, sénateur socialiste qui représente les Français de l'étranger. C'est à vous. Oui, Jean-Yves Lecomte, est-ce que vous estimez, à l'image de Gérard Larcher, qu'à travers le projet de loi constitutionnel qui a été dévoilé ce matin, il y a une véritable régression des droits du Parlement? C'est une régression démocratique. C'est une progression de l'autoritarisme de l'exécutif. Ce n'est pas juste une régression des droits du Parlement, c'est une menace pour la démocratie. Et est-ce que vous êtes d'accord sur les 3 points que le président du Sénat pointe du doigt, à savoir le droit d'amendement, la navette parlementaire qui serait limitée, et puis la question du retour sur l'ordre du jour partagé qui était l'un des apports de la réforme de 2008? Bien entendu, tout démocrate sait que le Parlement, c'est l'endroit où se délibèrent et se votent les lois. Ça n'est pas le Conseil des ministres. Et au Parlement, pour que les lois soient légitimes, il faut qu'il y ait du temps, pour que le Parlement puisse interagir avec la société, pour que les parlementaires finalement s'imprègnent des enjeux de la loi et puissent proposer librement, et pas parce qu'ils sont dans tel ou tel parti, des propositions de modification et en débattre. Si l'exécutif considère que le Parlement est une étape de trop pour diriger les affaires du pays, c'est une régression démocratique lourde. Et ce que le gouvernement propose aujourd'hui est très inquiétant pour la démocratie. Et en même temps, est-ce que l'on ne peut pas comprendre un certain nombre de mesures pour limiter le droit d'amendement? Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus d'amendements aujourd'hui et des amendements de plus en plus de cavaliers législatifs? Les cavaliers, non, parce que les cavaliers, le Conseil constitutionnel, il en fait son affaire derrière, donc on fait attention nous-mêmes à ne pas les faire. Et puis, donc y a-t-il besoin qu'ils soient présentés? Vous êtes une bonne observatrice de la vie parlementaire et vous savez parfaitement qu'entre les droits que nous avons et les droits que nous exerçons, nous sommes très limités en termes de droits d'amendement, en termes de prise de parole. On essaie de se concentrer sur l'essentiel. Et il faut bien voir que, avez-vous en mémoire la dernière fois qu'il y a eu de l'obstruction parlementaire? C'est très très rare. Et d'un autre côté, c'est important. C'est assez rare au Sénat notamment. Oui, non mais c'est très rare. Et quand il y a de l'obstruction parlementaire, c'est pas les parlements. C'est pas les parlementaires qui veulent faire de l'obstruction, c'est parce qu'en fait ils sont en phase avec la société. Donc réellement, vouloir mettre au palais les parlementaires, les réduire, couper leur lien avec la population, c'est vraiment inquiétant pour la démocratie. Au vu de tous ces désaccords fondamentaux entre le Sénat et le gouvernement, est-ce que vous pensez que l'on puisse aboutir à un texte adopté conforme entre les deux chambres, puisque le Premier ministre a bien dit qu'il passait par l'article 89
pour écoutez, revoir ça, la c'est déjà une satisfaction. Hein. Je dirais, c'est normal que le gouvernement respecte la Constitution, mais ça fait quelque temps déjà que le premier président de la République envisageait de le faire à la De Gaulle, ce que Gaston Monnerville avait qualifié de forfaiture. Bon, au moins on sait qu'ils vont respecter l'article 89. Eh bien, il appartiendra à l'Assemblée nationale et au Sénat de faire en sorte que cette proposition de réforme constitutionnelle ne soit pas la première régression depuis le début de la Ve République, mais soit aussi une progression dans l'existence de contre-pouvoirs et de construction d'une démocratie plus forte, et de réfléchir aussi, parce qu'il n'y a rien dans ce projet de loi, sur l'évolution de la démocratie participative. C'était là l'un des projets d'ailleurs du groupe socialiste. Ça, c'est notre centre. On ne peut pas aujourd'hui réformer, moderniser nos institutions sans se poser la question, effectivement, du rôle du Parlement, non pas par l'exécutif pour qu'il soit un meilleur exécutant des décisions du gouvernement, mais pour qu'il soit plus en phase avec la société et qu'il soit le porte-parole de l'ensemble de la population et face de la... Voilà. Très très vite, Jean-Yves Lecomte. Juste sur le renouvellement total du Sénat en 2021. Est-ce que c'est là une nouvelle ligne rouge pour le Sénat et pour vous? Je l'avais dit dès le départ. C'est un Sénat qui est renouvelé d'un seul coup. C'est un Sénat qui perd de sa substance parce qu'en fait, il perd de sa capacité de continuité. Un Sénat qui est renouvelé d'une seule manière, c'est un Sénat qui perd une partie de sa spécificité par rapport à l'Assemblée nationale. Bref, c'est affaiblir le bicamérisme. On commence à l'affaiblir, et quand on commence à l'affaiblir, alors il s'étiolera petit à petit. Mais finalement, c'est assez cohérent avec la volonté, d'attaquer la démocratie parlementaire. Merci beaucoup, Jean-Yves Lecomte, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Tam, pour cette réaction. Effectivement, cet aspect du renouvellement total du Sénat en 2021, ça fait beaucoup parler sur ce plateau. Ce n'est pas encore dans le volet constitutionnel qui a été présenté ce matin. Il y aura donc ce renouvellement entier du Sénat en 2021. Vous nous le confirmez, François Patriat? Pour l'instant, c'est un document que moi, je n'ai pas eu entre les mains, mais qui a été un document envoyé au président du Sénat, qu'il a laissé fuiter pour essayer de faire monter les contestations. Comme méthode, on fait bien. Bon, on le fait. J'attends de savoir ce qu'il y a dans le texte exactement. Et ce que je crois savoir, parce que je m'en suis ému aussi, j'ai appelé le cabinet du Premier ministre, il m'a dit, tout ça est de nature à être amendé, il y aura des amendements, vous pourrez amender, à être discuté, à être négocié. On part d'une position un peu ferme, puis on verra. Ça dépendra si le Sénat veut, oui ou non, accepter la réforme constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire Si le Sénat, délibérément par un moyen ou par un autre, veut faire opposition à la réforme, le gouvernement restera sur la ligne dure, c'est clair. Est-ce que ça veut dire, Hervé Marseille, je donne la parole à président Pierre Sfer, que certains sénateurs qui ont été élus lors du dernier renouvellement vont voir leur mandat interrompu? Oui, mais moi c'est pareil, j'attends, je discute que sur des textes qui ont été présentés au Conseil des ministres, sinon on peut parler d'un tas de choses. Je veux dire, sur le texte aujourd'hui qui a été présenté au Conseil des ministres et qui concerne spécifiquement la Constitution, je pense qu'il n'y a rien d'insurmontable, c'est normal qu'il y ait un dialogue. Et si chacun est de bonne foi, on peut trouver des solutions. Et moi, je ne vois pas pourquoi ni les uns ni les autres ne seraient de bonne foi, ne seraient pas de bonne foi. Et je préfère un Parlement où on trouve des solutions et on vote, plutôt que de laisser la contestation à la rue. Quand on voit, François Patriat a cité la loi ferroviaire. Bon, ça a été voté à l'Assemblée. On voit bien que c'est de nature à apaiser quand même les choses, même s'il y a toujours débat, même si les syndicats sont toujours sur le sujet extrêmement sensible. Je veux dire, déjà l'Assemblée a voté et le Premier ministre lui-même a dit on attend beaucoup du débat au Sénat. Donc il vaut mieux des textes qui soient discutés au Parlement et, j'allais dire, qui permettent de trouver des solutions législatives plutôt que de laisser la rue s'énerver sur des sujets qui n'auraient pas été discutés. Et on rejoint là encore la représentation territoriale. Il faut que tous et toutes soient représentés. Il y a des partis avec lesquels j'ai aucune commune mesure d'affinité, je veux dire le Front National, les Insoumis, etc. Mais si ces gens-là arrivent à représenter 15 ou 20% de l'opinion, ça paraît normal qu'ils aient une représentation parlementaire, parce qu'encore une fois, je préfère qu'ils puissent s'exprimer dans une enceinte parlementaire que de s'exprimer à travers des mouvements de rue. Jean-Pierre Sueur. Oui, moi je suis partisan qu'on arrive à un accord avec le gouvernement. Vraiment. Parce qu'il y a une modernisation de la Constitution qui est nécessaire, et je pense que le président de la République a eu raison de lancer ce chantier. Mais c'est alors qu'apparaît Pierre Corneille. Car vous connaissez cette tragédie qui s'appelle Horace. Et les Horaces et les Curiaces. Si on nous dit, chers amis, vous allez voter le texte constitutionnel,
on peut voter. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles il peut y avoir un accord. Puis après, il y aura la loi organique. Et puis, in fine, la loi ordinaire. Et là, vous verrez bien ce que vous verrez. Je dis non. Non. Il faut qu'il y ait un accord sur le paquet, parce que ça fait un ensemble. Donc, moi, je préconise que l'on essaie par dialogue, par confrontation, par explication, d'arriver à un accord avec le Sénat, l'Assemblée nationale et l'exécutif sur les 3 volets. Et s'il y a un accord sur les 3 volets... Il ne faut pas qu'il y ait de ligne rouge pour ça. Oui, bien sûr. Il ne faut pas qu'il y ait de ligne rouge. Mais pour ça, il faut être ouvert au dialogue. Tu sais très bien que nous le sommes, et nous sommes des hommes et des femmes de dialogue. Bon, donc, je précise, un accord... Mais ça suppose qu'on ne nous dise pas, vous allez voter le premier texte, puis on verra pour le deuxième. Et en tous les cas, Jean-Pierre Sueur, le référendum est toujours dans l'esprit du gouvernement, c'est ce qu'a dit Nicole Belloubet. La garde des Sceaux, on l'écoute. Sur l'aspect révision constitutionnelle, c'est-à-dire le texte que nous avons présenté ce matin en Conseil des ministres. Nous savons très bien qu'il n'y a pas de référendum possible. Le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion, il n'y a pas de référendum possible ab initio. Il y en a un possible dans le cadre de la procédure normale de l'article 89, après que l'Assemblée nationale et le Sénat aient voté le texte dans les mêmes termes. Alors le président de la République pourra choisir soit de convoquer le Congrès, soit d'appeler au référendum. Mais nous sommes bien dans le cadre de la procédure normale de révision constitutionnelle. Il en va différemment sur les 2 autres textes, la loi ordinaire et la loi organique, où là, la question pourrait se poser, elle n'est pas à l'ordre du jour à l'heure actuelle. Cyril Pellevat, est-ce que le gouvernement va être obligé de passer par un référendum ou est-ce qu'il peut y avoir un accord? On a entendu l'optimisme de Jean-Pierre Sueur sur l'aboutissement de ces réformes. Je pense que depuis le congrès de Versailles, il y a toujours eu un dialogue qui a été instauré entre le Sénat, l'Assemblée nationale, le président de la République, etc. Donc aujourd'hui, on est dans l'attente d'un accord, et bien évidemment, si on peut y arriver, on le fera. Après, je rejoins ce qu'a dit Jean-Pierre Sueur. Effectivement, on a un premier paquet qui a été présenté aujourd'hui au Conseil des ministres. Les 2 autres lois, a priori, vont arriver le 23 mai, et c'est clairement un accord sur la totalité que l'on veut. Maintenant, il y a certaines mesures qui arrivent du jour au lendemain, on ne sait pas comment. Vous avez parlé de la date de septembre 2021. Là-dessus, il faudra bien évidemment que le gouvernement entende ce que les parlementaires auront à dire, parce que la plupart, on a reçu, parce qu'effectivement ça a fuité, on a reçu les textes. On se dit, voilà, il faut qu'on ait ce dialogue. Bien évidemment, le travail parlementaire va être là, on aura les amendements, et on espère qu'on sera écouté, et qu'on n'ira pas au référendum, mais qu'on ait un travail collectif qui aboutisse. Cyril Pellevat, François Patria disait au début de ce débat, parler de duplicité en parlant de Gérard Larcher. On le dit finalement écartelé entre sa double casquette. D'un côté, président du Sénat, il veut aboutir à un compromis, mais il fait aussi partie du comité stratégique de votre parti, les Républicains. C'est le sentiment que vous avez? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, Gérard Larcher est président du Sénat et président des territoires. Donc nous, on a intérêt, tous autour de la table, à trouver une réforme qui soit équilibrée, où tout le monde trouve son compte. Est-ce qu'il est suffisamment opposé au chef de l'État? Ça lui a été reproché en interne. Là-dessus, je vais pas statuer. On est aujourd'hui dans des discussions. Le texte final, sur les 3 textes finaux, n'ont pas été votés. Qu'est-ce qu'il en sera? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans le travail parlementaire. Après, on verra bien au niveau du parti comment les choses vont évoluer. Mais je pense que là, on va Gérard Larcher fait les choses en bonne intelligence, c'est-à-dire travailler avec l'ensemble des partis. Et après, on verra si les lignes rouges, encore une fois, quand les 2 autres textes seront présentés, on verra où on ira. Si on arrive à trouver un consensus qui fasse écho au niveau du Sénat et aussi au niveau du Parti Les Républicains, ce sera parfait. J'espère qu'on ira dans ce sens-là et qu'on ira dans les volontés. Benjamin Morel, sur l'aspect renouvellement du Sénat en 2021, il faudra passer par une modification du calendrier des élections sénatoriales. Il faut modifier la Constitution, c'est-à-dire que là est le gros problème du gouvernement. Sur cette question, en fait, toutes les menaces que le gouvernement peut faire peser sur le Sénat, ou toutes les questions qui peuvent gêner les sénateurs, en fait, elles relèvent principalement de la Constitution. Cette question du renouvellement total en 2021, elle pose question, elle est du domaine constitutionnel, parce que si elle n'est pas du domaine constitutionnel, c'est une forme de dissolution. Donc là, on rentre dans quelque chose qui, normalement, est absolument inconstitutionnel et est même dangereux. Donc il faut un accord du Sénat, il faut que ça passe par des dispositions transitoires dans la Constitution. Sur la question du mode d'élection des sénateurs, le département, circonscription d'élection,
c'est la jurisprudence du Conseil 86-2008, c'est acté dans la Constitution, il faut l'accord du Sénat pour le modifier. Sur la question du collège électoral du Sénat, les marges de manœuvre sont en fait extrêmement restreintes, il faut l'accord du Sénat pour le modifier, c'est du domaine constitutionnel. Sur la question du suffrage universel indirect, là évidemment c'est dans la Constitution, il faut l'accord du Sénat pour le modifier. Donc le rapport de force, il est là en fait. Pourquoi un paquet? Eh bien parce qu'en fait, pour que le Sénat donne son aval, il faut, sur la réforme constitutionnelle, il veut avoir l'œil sur la loi organique et sur la loi ordinaire. Et face à ça, le gouvernement, eh bien en fait, n'a pas vraiment de possibilité de peser sur le Sénat, sur ce qui fait l'essentiel de cette institution aujourd'hui, à part sur le nombre de ses membres. Alors, on va continuer l'analyse en plateau. Benjamin Morel, vous restez avec nous. Merci à vous, Jean-Pierre Sueur. Merci à Cyril Pellevat. Merci François Patria. On va retrouver Tam Trami pour une nouvelle réaction. Vous êtes avec le sénateur communiste du Val-de-Marne, Pascal Savoldelli. C'est à vous. Pascal Savoldelli, comment interprétez-vous le projet de loi constitutionnelle qui a été présenté ce matin en Conseil des ministres? Est-ce qu'il y a une volonté de faire régresser les droits du Parlement? Est-ce que vous y voyez peut-être aussi une tentation autoritaire de la part d'Emmanuel Macron? Là, vous m'avez tendu la perche parce que, avec tout le respect que je dois au président de la République, je trouve que cette réforme est le fait du roi. Il est inédit dans la Ve République qu'on ait une telle réduction du droit parlementaire. Et donc, je pense qu'on est dans une réforme qui montre qu'on a un président de la République, un exécutif qui est dans un moment de défiance vis-à-vis des parlementaires et vis-à-vis des citoyens. Est-ce que vous ne pensez pas que l'exécutif vise à plus d'efficacité? C'était les arguments qu'on a pu entendre ce matin, notamment de la bouche de la garde des Sceaux, notamment à propos de la limitation du droit d'amendement, de la limitation de la navette parlementaire, encore de ce retour sur l'ordre du jour partagé. Écoutez, je pense qu'il faut assumer, il faut que l'exécutif national assume ces termes. De quelle efficacité on parle? Est-ce qu'on parle de l'efficacité publique ou est-ce qu'on parle d'une autre efficacité? Moi, je trouve que cette réforme, telle qu'elle nous est présentée à ce jour, est une réforme qui vient de l'exigence de la finance. C'est-à-dire qu'en gros, le pouvoir législatif, le Parlement, donc le travail à l'Assemblée nationale comme le travail au Sénat, devient un obstacle pour libéraliser, marchandiser l'ensemble des activités humaines. Et à partir de là, il faut en restreindre les possibilités d'action, les possibilités de contrôle. Et il y a un autre aspect, c'est une majorité, un président qui veut délégitimer les oppositions. C'est très, très, très grave. C'est très, très grave. Est-ce que vous avez conscience qu'en même temps, le gouvernement, par sa communication, notamment peut communiquer sur certains aspects de la réforme, comme la réduction du nombre de parlementaires, pour faire apparaître l'opposition du Sénat comme très impopulaire? Écoutez, souvent on fait des comparaisons avec l'Europe. Je vous prends un témoin, vérifiez. Il n'y a pas plus de parlementaires en France qu'il y en a dans tous les autres pays à démographie, en fonction de la démographie de notre pays. Donc il n'y a pas plus de parlementaires en France, il n'y a pas trop de parlementaires. Ce n'est pas la question, d'abord. Deuxièmement, il y a comment on fabrique la loi. Et là, on va vers à la fois une réforme, si j'ai bien compris, de la Constitution, mais aussi avec une loi organique et une loi ordinaire. Oui. Vous imaginez quel va être le rapport du parlementaire qui est sénateur ou sénatrice vis-à-vis de 400 000 habitants ou d'un député ou d'une députée vis-à-vis de 240 000 habitants. Vous on va faire sur le problème de représentation on va des faire la loi territoires. avec qui? Il faut faire la loi avec les citoyens, il faut faire la loi avec les chambres consulaires, il faut faire la loi avec les organisations syndicales, il faut faire la loi avec la vie associative. Donc moi, voilà ce que je pense. C'est que d'abord, on devrait ouvrir ce débat par un grand débat public. Il n'y a pas une urgence, il n'y a pas une priorité absolue. Prenons quelques mois, ouvrons un débat public dans tout le pays. Après, ouvrons le débat parlementaire. Et vous verrez que les citoyens et les parlementaires ont des propositions et des idées. Et un tout dernier point, Pascal Savoldelli. Quelle est votre réaction à cette possibilité de renouvellement intégral du Sénat en 2021? Ça aussi, ça serait dans les cartons de l'exécutif. On l'a entendu, cela pose déjà des problèmes constitutionnels. Quelles sont les intentions pour vous de l'exécutif derrière cela? Bien sûr que ça pose des questions constitutionnelles, de raccourcir des mandats. Écoutez, franchement, je n'ose pas le penser, mais... on a un problème de la Ve République. C'est la deuxième fois qu'on a un président qui est élu grâce à la présence du Front National au deuxième tour. Et à partir de là, il veut manipuler les citoyens et les parlementaires en faisant cette petite opération avec le renouvellement complet en 2021. Bien, merci beaucoup Pascal Savoldelli d'avoir répondu à mes questions. Merci.
J'ai eu également Merci à vous, Tam. On continue cette édition spéciale de Sénat 360 consacrée à cette réforme des institutions. Le premier volet constitutionnel a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Gérard Larcher a répondu cet après-midi lors d'une conférence de presse. Je vous propose de réécouter le président du Sénat. Pour résumer, on conditionne le droit d'amendement, on vide de son utilité la navette parlementaire, on préempte l'ordre du jour. Je ne vois pas comment on peut nous expliquer que ces dispositions ne vont pas dans le sens de l'affaiblissement du Parlement bicaméral et de la reconcentration du pouvoir par l'exécutif. Je vous invite à revoir la dernière séquence de l'examen du projet de loi Asile et Immigration débattu à l'Assemblée nationale. Pas un seul amendement de l'opposition repris et exclusion du groupe majoritaire du seul député qui a osé voter contre le texte. Ça promet. Et deux nouveaux invités nous ont rejoints sur ce plateau. Esther Benbassa, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice écologiste rattachée au groupe communiste, sénatrice de Paris, membre de la commission des lois. Également avec nous, Claude Malhuret, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du groupe Les Indépendants République et Territoire ici au Sénat. Vous êtes par ailleurs sénateur de l'Allier. Comment avez-vous accueilli, question pour vous, Claude Malhuret, cette réforme des institutions dont je disais le premier volet a été présenté ce matin en Conseil des ministres? Il y avait une seule chose de nouveau ce matin. Une seule chose nouvelle ce matin. Tout le reste, tout ce qui a été présenté, ça fait déjà quelques semaines qu'on le connaît. La seule chose nouvelle, c'est le mode d'élection. C'est la surprise de septembre 2021 avec un mode d'élection global et non plus une élection partielle du Sénat. Donc voilà, le problème qui commence à se poser... Sur le reste du texte et notamment sur la fabrique de la loi, puisqu'on vient beaucoup d'en parler ici, ça pose problème. Certains y voient un affaiblissement du Parlement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, les propositions qui sont faites sont un recul par rapport à la réforme de 2008. 2008 avait été accueilli très favorablement parce que c'était une avancée dans cette Ve République très déséquilibrée entre l'exécutif et le législatif. C'était une avancée pour les parlementaires, pour les parlements. Et la fixation notamment de l'ordre du jour partagé était une avancée assez considérable. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que les parlementaires s'en soient saisis autant qu'ils auraient pu le faire. Mais en tout cas, ils en avaient la possibilité. On revient manifestement là-dessus avec un ordre du jour qui aujourd'hui, avec ce qui est mis dedans, serait probablement à 80-90% de nature gouvernementale et plus de nature partagée. C'est bien entendu un recul. Mais moi je vais vous dire une chose, c'est le Parlement qui va décider. Le gouvernement propose ça aujourd'hui, mais c'est pas lui qui décide. C'est l'Assemblée nationale et c'est le Sénat. Et c'est donc à eux de se montrer responsables. Il ne me paraît pas pensable qu'on accepte un certain nombre de choses et on va donc faire des contre-propositions. Et d'ailleurs, je suis assez... je pense que ça peut... ce dialogue dont on a parlé, j'ai écouté tout à l'heure le début de votre émission, je pense que ce dialogue va se poursuivre et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il peut déboucher. Mais avant tout, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui en sont responsables. S'ils acceptent que l'ordre du jour ne leur échappe, s'ils acceptent que le droit d'amendement, en partie, leur échappe, après tout, s'ils se montrent godillots, qu'ils le fassent. Mais c'est nous les responsables. Et par conséquent, c'est à nous de faire cette réforme dans un dialogue avec le gouvernement, mais en définitive, c'est notre responsabilité. Esther Benbassa le disait, on est face à un président pressé qui veut faire adopter rapidement ces réformes, face à un Parlement jugé trop lent. Est-ce que cette réforme va permettre de rééquilibrer les choses ? Écoutez, c'est pas à la vitesse qu'on mesure la démocratie, me semble-t-il. Il y a quelques points dans ce texte, dans ce projet de loi avec lesquels, enfin, je peux dire que je suis pour la diminution du nombre de membres du Conseil économique, social et environnemental, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, la suppression de la Cour de justice de la République, tout ça, ce sont des points qui font consensus. La suppression du privilège. Parlons maintenant justement des points qui posent problème, et justement sur cette fabrique de la loi. Oui, mais moi je crois dans cette fabrique de la loi. C'est non seulement utile, mais primordial pour le fonctionnement de la démocratie. Pour une fois, sans partager en général les idées de M. Larcher, là je suis d'accord avec ce qu'il dit, parce qu'on ne peut pas comme ça entrer dans le vif et
donner des armes à un président pressé et qui aurait préféré qu'on n'existe pas, et cela en se servant de l'impopularité des élus auprès de la population. Donc c'est une machine à cliver. Donc là, il pense qu'il peut faire passer pas mal de choses parce que nous souffrons du désamour du peuple à notre égard. Mais enfin, ce qu'a dit M. Maluret, justement, je Esther suis aussi Benbassa, d'accord. puisque Claude Maluret évoquait cette question du partage de l'ordre du jour. Ça date bien de la révision constitutionnelle de 2008. Aujourd'hui, on voit bien que la tentation de mordre un peu sur les semaines d'initiative parlementaire. Là aussi, je vous propose de réécouter Gérard Larcher. Le troisième sujet concerne l'ordre du jour, article 8 du projet de loi. Comme le gouvernement, je pense qu'il faut examiner les problèmes que soulève l'organisation de l'ordre du jour. Nous y sommes ouverts. Nous en avons d'ailleurs débattu avec François de Rugy et avons proposé des pistes pour une meilleure organisation. Mais pas en sacrifiant le principe de l'ordre du jour partagé, qui est d'ailleurs un acquis majeur de la révision de 2008. Le projet de loi crée une nouvelle super priorité gouvernementale. Et en fait, quand on additionne l'ensemble des priorités et ces super priorités, ça fait 90% des textes qui relèvent de la super priorité. Jean-Pierre Sueur, sur cet ordre du jour partagé, puisque ça n'a pas toujours bien fonctionné, le rappelait à l'instant Claude Maluret. Oui, mais ce serait une régression formidable par rapport à 2008. Moi, j'ai connu il y a longtemps un Parlement où la totalité de l'ordre du jour était fixée par le gouvernement. C'était insupportable, c'est-à-dire pratiquement unique dans les pays démocratiques. Et on a pu obtenir un jour, 2 jours dans le mois. Et puis dans la révision de 2008, il y a 15 jours pour les projets de loi venant du gouvernement, 8 jours pour les propositions de loi venant du Parlement et 8 jours pour le contrôle exercé par le Parlement. Là, on nous dit, à tout moment, dès lors que le gouvernement trouvera qu'un texte est important, il pourra le caser dans le temps réservé à l'initiative parlementaire. Donc c'est absolument insupportable. On ne pourra pas accepter cela. On ne peut pas. Vraiment pas. Parce que tout le monde voit bien que notre démocratie fonctionne bien, surtout sur ses 2 pieds, 3 pieds, Montesquieu. Et il faut absolument que le Parlement, au contraire, voit... Moi, je suis partisan, vous voyez, que sur un mois, il y ait 2/3 des jours à l'initiative du gouvernement et 1/3 pour les propositions de loi. Parce que le contrôle... Donc voilà une proposition. Hervé Marseille, il y a une tentative du gouvernement de préempter ce temps parlementaire, cet ordre du jour ? Oui, à l'évidence, il y a... je ne vais pas revenir sur l'ensemble des mesures qui ont été discutées ici et qui portent atteinte aux droits du Parlement. Mais au-delà de ça, je veux dire, on est aussi, en tant que parlementaire, des élus politiques. Ce n'est pas un gros mot que de le dire. Non. Je veux dire, le président, la majorité, ils veulent en venir où ? Ils veulent en venir où ? Parce qu'on peut discuter de telle et telle mesure en disant on va sous-peser le problème des amendements, de l'ordre du jour parlementaire, etc. etc. C'est un tout, on l'a dit. Et parce qu'il y a là-dedans, il y a la loi organique, avec le nombre de parlementaires, la représentation des territoires, puis il y a les modes de scrutin. Brandi, M. Morel l'a dit tout à l'heure, un peu de façon menaçante, même si c'est avec un sabre de bois. On veut en venir où ? Où il y a une volonté de dialogue de part et d'autre. Et moi, encore une fois, je pense que pourquoi on mettrait en doute la volonté de dialogue du gouvernement et la volonté de dialogue du Sénat. Et puis il y a des voies de passage, parce que là-dedans, on peut discuter et trouver des solutions. Où il n'y en a pas. Et à ce moment-là, on veut en venir où ? C'est ça le sujet. Parce que le reste, c'est technique. Et, ma foi, on pourra toujours ergoter sur telle ou telle chose. Le problème, c'est où on veut en venir. Je voulais ajouter également, tout en étant d'accord avec vous, ça ne m'arrive pas souvent, vous voyez, sur ce sujet, on est à peu près d'accord, c'est les dérives quand même de la Ve République. Là, on est arrivé au summum. Un président qui voudrait
prendre tout en main, y compris, n'est-ce pas, comme vous l'avez dit, l'ordre du jour du Sénat. Et voilà, depuis des années, nous les écologistes, on dit qu'il faut passer à la 6e République. Là, on est vraiment dans la perversité de la 5e République. Et je crois que le président voudrait encore renforcer son pouvoir et la 5e République, lui, l'autorise à le faire. Oui, moi je ne suis pas sûr que ça vienne du président, paradoxalement. Parce que d'abord, ça n'était pas dans des choses qui viennent d'être ajoutées, ça n'était pas dans sa campagne électorale. Il y avait des choses qui étaient dans D'où ça vient, Claude Malhuret, mais pas celle-là. Moi, j'ai l'impression que ça vient de la majorité, de l'énorme majorité République En Marche, société civile, qui, dans la plus grande partie, n'avait jamais mis les pieds au Parlement, qui était chef d'entreprise, profession libérale, etc., qui arrive et qui découvre qu'au Parlement, on parle. Grande découverte, mais étymologiquement, le Parlement, c'est fait pour parler. Beaucoup d'entre eux voient ça et se disent c'est pas très efficace, ça va pas vite, il y a trop d'amendements, etc. Ça parle aussi au conseil d'administration. Voilà. Et il y a cette pression pour dire faut que ça aille plus vite. Mais comme la pression vient aussi de l'opinion publique et des Français qui attendent des réformes. Je suis pas sûr que les Français se disent sachent exactement combien de temps on prend pour faire une loi, etc. D'autant plus que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est souvent les décrets mettent souvent beaucoup plus de temps que le Parlement. Et ce qui est étonnant, c'est que les mêmes qui disent aujourd'hui il y a beaucoup trop de lois. Et beaucoup de gens sont d'accord là-dessus. On est souvent d'accord là-dessus. Journal officiel, 15 000 pages en 80, 25 000 pages aujourd'hui. Donc on est un Parlement, une démocratie qui fait trop de lois et qui ne les applique pas. Mais on nous propose, et c'est paradoxal, d'accélérer le travail parlementaire au détriment des droits du Parlement. À quoi ça va aboutir? À faire encore plus de lois. Puisque si on dégage du temps, c'est bien entendu pour pouvoir en proposer d'autres. Dans un pays où c'est une plaie, une vraie plaie de tout faire passer par la loi et ensuite de ne pas les appliquer. Donc je trouve que c'est très très paradoxal. J'ai l'impression que la majorité est en train de découvrir ça. J'espère que cette majorité, petit à petit, va découvrir que le Parlement c'est fait pour parler, que les lois c'est fait pour être discutées longuement et que quand ça n'est pas discuté longuement, que ça n'est pas du temps perdu de les discuter longuement. J'ai l'impression que cette majorité à l'Assemblée nationale ne l'a pas encore compris. Je crois que François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, l'a compris et qu'il est en train de discuter avec Gérard Larcher et avec Édouard Philippe et puis Emmanuel Macron. J'espère qu'ils vont pouvoir... Mais encore une fois, j'ai l'impression que ça ne vient pas tellement du président, qu'il est en train d'être débordé par des gens qui croient bien faire, mais qui ne s'aperçoivent pas qu'ils vont se tirer une balle dans le pied. Benjamin Morel, on vient d'entendre les arguments des différents représentants des partis politiques ici au Sénat. Vous pensez que cette réforme peut aboutir? Ce que dit Claude Malhuret est très inquiétant, parce que si c'est la majorité, en effet, La République En Marche, qui pousse à la dureté, ça veut dire qu'il ne pourra pas y avoir d'accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Or, la seule chance de cette réforme, qui est quand même inacceptable en l'état pour les sénateurs et pour, de façon générale, tous les parlementaires d'opposition, et pour d'autres députés, c'est une alliance au-dessus de la tête du gouvernement entre les députés, éventuellement avec comme tête d'affiche François de Rugy, et les sénateurs pour améliorer les droits du Parlement. Or là, très clairement, ça ne va pas dans ce sens. C'est-à-dire que ce projet de loi, qu'a dit Gérard Larcher aujourd'hui? Grosso modo, il a dit « Je suis là pour discuter, je veux bien discuter, mais tout ce qu'il y a sur le Parlement, ça ne me plaît pas ». Et donc, d'une certaine façon, le veto, il est sur l'ensemble des choses qui sont avancées sur le Parlement et qui réduisent les droits du Parlement. Donc, est-ce que cette réforme peut aboutir? Elle n'en prend pas forcément le chemin, ne serait-ce que parce que il y a eu des comités de travail, il y a eu des discussions, que le gouvernement n'en a pas tenu compte et que donc il y a peut-être, une confiance qui s'est rompue et deux, en tout cas, il y a un travail de dialogue qui n'a pas réellement commencé, ou en tout cas qui n'a pas porté ses fruits dans les textes. Merci Benjamin Morel pour votre analyse, merci Hervé Marseille, merci Jean-Pierre Sueur, merci à vous Esther Benbassa, merci Claude Malhuret. La discussion et l'analyse continuent sur cette réforme des institutions avec l'émission de Rebecca Fitoussi. On va plus loin, c'est à 18h30. Bonne suite des programmes sur Public Sénat.